Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette première conférence du cycle Les écritures dans les mondes anciens de l'ILARA, l'Institut des langues rares de l'EPHE. L'ILARA est un institut créé en août 2020 par arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Sa mission est de sensibiliser et former le grand public aux langues rares, anciennes et contemporaines, et à leur culture. L'ILARA participe ainsi à la valorisation et la sauvegarde de ces langues à travers des actions de documentation. Deux offres principales sont actuellement disponibles pour tous les publics. D'une part, une offre de cours d'initiation, de découverte et d'approfondissement à diverses langues rares, contemporaines ou anciennes, en présentiel et en distanciel. D'autre part, une offre de vidéoconférences virtuelles, l'ILARA en ligne, disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous invite donc à visiter les sites de l'ILARA en ligne, ainsi que la chaîne YouTube de l'ILARA, où vous pouvez visionner les conférences de l'année passée et de l'année en cours. Et je vous envoie immédiatement dans le chat, respectivement le clavardage en français, un ensemble de liens où vous pouvez rejoindre ces divers sites de l'ILARA. Pour ce qui concerne la présente série, les écritures anciennes, la brochure de programme, voilà, la brochure de programme avec les 12 conférences de janvier à juin est téléchargeable sur le site de l'ILARA et je vous envoie également le lien où vous pourrez télécharger cette brochure tout de suite dans le chat. Voici. Pour chaque conférence, l'inscription est gratuite et obligatoire. Pour chaque conférence individuellement, toujours sur le même lien Eventbrite en page 5 de la brochure de programme. Ce lien sera actualisé chaque fois le lendemain de la conférence précédente, en d'autres termes, dès demain après-midi pour la conférence suivante, dans 2 semaines, qui portera sur les peuples germaniques et leur écriture, les runes, par Alessia Bauer. Il faudra vous réinscrire sur le lien Eventbrite. J'ajoute que les conférences seront rendues disponibles sur la chaîne YouTube de l'ILARA chaque fois dans les jours qui suivent, ce qui permet de les revisionner, de revisionner celles que vous n'auriez pas pu voir ou d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui n'auraient pas pu être présents ce soir. Pour aujourd'hui, première chose technique, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos micros pendant la présentation. Après la présentation, vous pourrez poser des questions, soit en levant la petite main jaune en bas à droite dans les réactions Zoom, soit en écrivant votre question dans le chat et je la lirai. Sans plus attendre, j'ai le plaisir d'introduire notre premier intervenant, Olivier Venture. Olivier Venture occupe la direction d'études épigraphie et paléographie de la Chine pré-impériale à l'École pratique des hautes études, où il enseigne au sein de la section des sciences historiques et philologiques depuis 2005. Après un séjour de 4 ans en Chine pour se former à l'épigraphie et à la paléographie dans les universités de Pékin et du Jilin, il avait soutenu en 2002 un doctorat à l'université Paris-Diderot intitulé « Étude d'un emploi rituel de l'écrit dans la Chine archaïque, 13e, 8e siècle avant notre ère », réflexion sur les matériaux épigraphiques des Shang et des Zhou occidentaux. Les recherches d'Olivier Venture portent principalement sur l'écriture et ses usages dans la Chine ancienne, conjuguant les approches paléographiques portant sur l'étude détaillée des signes et archéologiques avec une attention constante aux aspects matériels des pratiques de l'écrit. Olivier nous parlera aujourd'hui de l'écriture chinoise du XIIIe siècle avant notre ère au XIIIe siècle de notre ère. Voilà, nous nous réjouissons de t'entendre, Olivier. Merci Andreas. J'espère que vous m'entendez clairement. C'est très clair pour moi en tout cas. Entendu, très bien. Merci. Merci pour cette présentation et merci aussi de m'avoir invité à prendre part à cette série de conférences d'ILARA sur les écritures dans les mondes anciens. L'écriture donc je vais vous parler ce soir n'est certes pas la plus ancienne. Vous aurez l'occasion de découvrir d'autres écritures bien plus anciennes que celle-ci par la suite, mais elle présente des particularités qui, je l'espère, pourront vous intéresser. Donc, mon intention ce soir, c'est de vous présenter cette écriture telle qu'elle était utilisée à partir du XIIIe siècle avant notre ère, de voir quels étaient ses principes, de tenter de comprendre ses origines et enfin de voir la manière dont elle a évolué jusqu'au IIIe siècle de notre ère, un peu avant de prendre la forme que nous lui connaissons donc aujourd'hui. Je m'efforcerai en particulier
de montrer de quelle manière cette évolution, donc l'évolution de l'écriture chinoise, s'inscrit pleinement dans l'évolution, dans le contexte historique, social et politique de cette période. Donc, l'écriture chinoise est la première écriture apparue en Asie orientale, c'est-à-dire à l'extrême est du continent eurasiatique, dans cette région. Dans l'état actuel de nos connaissances, elle semble apparaître assez soudainement, donc vers le milieu du XIIIe siècle, dans la région de la ville moderne de Hanyang, qui se trouve dans le nord de la province du Henan, donc en République populaire de Chine. À cet endroit se trouvait alors la capitale du royaume des Shang, dont nous reparlerons. Alors, si j'appelle cette écriture une écriture chinoise, ce n'est pas seulement parce que cette forme ancienne d'écriture est apparue sur le territoire de l'actuelle République populaire de Chine. Je l'appelle ainsi parce qu'il s'agit de l'ancêtre direct de l'écriture chinoise moderne. Donc, vous avez ici quelques exemples de graphie, je reviendrai tout à l'heure sur ce terme, de graphie du XIIIe siècle avant notre ère et les graphies correspondantes dans l'écriture chinoise moderne. Donc, si l'écriture chinoise est plus récente que les écritures, par exemple, égyptiennes ou mésopotamiennes, apparues plus de 2 millénaires plus tôt, il s'agit tout de même du plus ancien système d'écriture encore utilisé de nos jours. Donc, les exemples que j'ai choisis pour ce tableau sont, je l'espère, suffisamment clairs pour voir la continuité qui existe entre les formes du XIIIe siècle et les formes modernes. Alors, bien entendu, j'ai choisi pour ce tableau des exemples parmi les plus évidents, alors que dans un grand nombre de cas, pour ne pas dire la plupart, comme nous le verrons, la différence entre les formes anciennes et modernes est beaucoup plus importante. Donc, si la forme des graphies a pu évoluer avec le temps, les principes de base, en revanche, donc là je parle de l'évolution de la forme des graphies qui a évolué, les principes de base donc, de cette écriture sont restés pratiquement inchangés sur plus de 3000 ans. Les principes, quels sont-ils ? Une des premières choses sur lesquelles je souhaiterais insister, c'est que dans l'écriture chinoise archaïque, les graphies ne notent pas des idées ou des concepts, mais bien des mots, comme dans l'écriture chinoise moderne. Le mot roi, par exemple, est ainsi noté avec la graphie que je vous ai indiquée à l'écran. Voilà le mot, la graphie qui était utilisée pour noter le mot roi au XIIIe siècle avant notre ère. Dans la plupart des cas, un mot d'un texte était noté à l'aide d'une graphie, un signe graphique correspondant généralement à un mot de la langue. Des mots pouvaient être notés à l'aide de 2 graphies ou plus, mais ce type de mots était relativement rare pour les périodes les plus anciennes. Un autre point important à souligner, c'est que si chaque graphie d'un texte correspond bien à un mot d'une phrase, une même forme graphique pouvait être parfois utilisée, en particulier pour les époques anciennes, pour noter 2 mots différents, voire plus. Vous avez ici un exemple avec une graphie que vous avez sur la gauche de votre écran qui sert à noter 2 mots. Un premier mot que l'on peut traduire par la lune ou le mois
et un deuxième qui signifie le soir. Et un deuxième qui signifie le soir. Alors pourquoi utiliser plusieurs graphies pour noter pourquoi utiliser une graphie pour noter plusieurs mots? Pourquoi cette économie de graphies? Eh bien, simplement, on sait, et c'est valable pour tous les systèmes d'écriture dans le monde, si chaque mot de la langue devait être noté à l'aide d'une graphie unique, le système demanderait au lecteur et au scripteur de retenir non pas des milliers de signes, comme c'est le cas normalement pour la langue chinoise, pour la langue écrite chinoise, mais sans doute plus d'une centaine de milliers de signes, ce qui rendrait le système en pratique absolument inutilisable. Donc c'est la raison pour laquelle il était possible, en particulier dans les périodes les plus anciennes, dans des cas bien précis, d'utiliser une graphie pour noter non pas un, mais plusieurs mots. Et dans ce cas, qu'est-ce qui permet de distinguer les différents usages d'une même graphie? Eh bien, ça va être le contexte. C'est le contexte qui va nous permettre de faire la différence et d'interpréter correctement la forme graphique de la même manière que dans l'exemple que vous avez ici en français, vous pouvez immédiatement lire correctement dans les deux phrases les fils et les fils, même si les deux mots sont écrits exactement de la même manière. Le principe était le même donc dans le cadre pour les textes chinois anciens. Donc, après ces petites remarques concernant les liens entre les mots et les graphies, je voudrais maintenant voir de plus près justement ces graphies. Les graphies de l'Antiquité se composent donc d'un ou plusieurs éléments. Ces éléments peuvent apporter des renseignements au lecteur sur le sens ou la prononciation des mots ainsi notés. Commençons par des graphies ne comportant qu'un seul élément, donc des graphies simples. On retrouve donc ici notre graphie de la Lune, notre graphie, notant le mot lune ou soir, ainsi que la graphie notant le mot cheval, donc toujours dans des textes du XIIIe siècle, et enfin celle notant le mot arbre. Le procédé qui est utilisé dans ces trois exemples relève de la pictographie. On tente ici de représenter les choses correspondant aux mots que l'on veut noter. Donc, on observe immédiatement que les représentations du cheval et de l'arbre sont fortement stylisées. Il ne s'agit pas d'images qui seraient immédiatement compréhensibles par tout un chacun. Il s'agit de signes conventionnels, acceptés comme des représentations des mots cheval et arbre par les personnes qui partageaient donc cette écriture. Mais le principe du pictographe, donc le principe de la pictographie a ses limites, et pour des concepts plus abstraits, il était possible d'avoir recours à d'autres types d'éléments. C'est le cas pour les deux graphies que vous avez à l'écran, qui notent les mots haut ou supérieur pour la première et bas ou inférieur pour la seconde. Je parlerai ici plus volontiers d'idéogrammes. Dans le même esprit, il était également possible de combiner des éléments sémantiques entre eux pour noter d'autres mots. Par exemple, le mot lumineux était noté à l'aide des éléments lune et soleil. Quant au mot attaqué ou décapité, il se composait de l'élément de l'homme associé à celui de la hallebarde. Donc on associe des éléments sémantiques pour donner une indication de la signification du mot que l'on veut noter. Mais le principe de l'idéographie a lui aussi ses limites, et pour le dépasser, en Chine, comme ça s'est fait aussi ailleurs dans le monde, on a fait le choix donc d'avoir recours à des éléments non pas sémantiques, mais phonétiques.
Et une des solutions fréquemment utilisées pour produire des éléments phonétiques, c'est d'avoir recours au principe du rébus que nous connaissons tous. Par exemple, la première graphie que vous avez ici, représente vraisemblablement un scorpion, mais dès les plus anciennes inscriptions connues, ce signe était déjà utilisé dans la langue écrite de l'époque pour noter le mot 10 000. De même, pour cette représentation très stylisée d'un oiseau qui était généralement lu comme une particule grammaticale. Si de telles lectures donc étaient permises, c'est parce que les mots en question, donc scorpion d'une part, et les mots en question, scorpion et 10 000, pour le premier exemple, étaient alors homophones. Donc on pouvait utiliser la graphie désignant le scorpion pour noter le mot 10 000. C'est ainsi que le principe donc, de rébus permet d'isoler la valeur phonétique de certaines graphies qui peuvent dès lors être utilisées comme éléments phonétiques. Dès le XIIIe siècle avant notre ère, on voit apparaître dans les inscriptions des graphies qui associent des éléments sémantiques et des éléments phonétiques. C'est ici le cas pour les graphies notant le mot printemps et le verbe aller. La première donc, comporte l'élément de l'arbre, redoublé, qui peut signifier forêt, et un autre élément qui donne ici une indication sur la prononciation du mot en question. Pour le verbe aller, on trouve en premier, c'est ce que vous avez ici, l'élément du pied, qui renvoie souvent à l'idée de mouvement, et la graphie désignant le roi, que nous avons vu tout à l'heure, mais qui est ici utilisée comme élément phonétique. Ce type de combinaison, élément phonétique plus élément sémantique, va progressivement s'imposer comme la solution privilégiée pour la création de nouvelles graphies, jusqu'à représenter plus de 80% des caractères chinois modernes. Donc, nous avons ainsi vu les différents procédés qui ont été utilisés dans la Chine archaïque pour noter des mots à l'aide de signes graphiques. Quels que soient donc les éléments qui composent une graphie et la nature de ces éléments, il faut se rappeler, je souhaite insister là-dessus, que ce sont bien des mots de la langue que notent ces graphies dans le cadre de la langue écrite chinoise. Et c'est là, à mon avis, un aspect important à souligner, car si l'écriture chinoise, si l'écriture chinoise est bien attestée depuis le XIIIe siècle avant notre ère seulement, pourrait-on dire, si on la compare à d'autres grandes écritures anciennes, ces premiers témoignages dont je parle, ceux du XIIIe siècle avant notre ère, ne correspondent pas à une forme de proto-écriture, ou, selon la formule de l'anthropologue Pierre Déléage, à une écriture sélective, c'est-à-dire une écriture qui ne noterait que certains éléments importants du discours et qui confierait donc à chaque lecteur le soin de formuler à sa manière le discours sur la base des principaux éléments. Non, l'écriture chinoise apparaît dès le XIIIe siècle comme une écriture intégrale permettant de noter l'ensemble des éléments du discours, y compris des mots grammaticaux, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons évoqué. Donc, je vous donne ici un exemple pour être plus concret. Donc, il s'agit d'une inscription donc, du XIIIe siècle avant notre ère. C'est une inscription d'une longueur exceptionnelle, mais qui illustre le degré de précision de cette écriture. Et en rouge, dans la traduction, j'ai indiqué les mots qui correspondent justement à des particules grammaticales dans le document original. Donc, on note
tous les mots du discours dans cette forme d'écriture, et ce, dès le XIIIe siècle. Donc on voit clairement ici que l'écriture qui est utilisée dès cette époque correspond à une écriture au sens plein du terme. Je voudrais maintenant donc évoquer la question des origines. En effet, cette écriture qui apparaît de manière assez soudaine n'a pas été inventée à partir de rien. Avant l'invention de l'écriture, les chants et leurs prédécesseurs utilisaient déjà différents types de signes dans différents contextes. On trouve par exemple des marques sur céramique dans plusieurs cultures néolithiques, au moins depuis le 5e millénaire avant notre ère. Ici, j'ai pris quelques exemples donc provenant de la culture de Yangshan. J'aurais pu prendre d'autres exemples dans d'autres cultures. Mais il faut souligner que ces signes sont presque toujours utilisés comme des marques isolées et ne semblent pas constituer un système, du moins pas des systèmes de signes qui seraient compatibles avec celui d'une écriture. Il s'agit plus vraisemblablement pour les marques que vous avez à l'écran, soit de marques de potier, soit de signes de propriété. Des signes ou des dessins parfois très figuratifs ou parfois très abstraits pouvaient quelquefois orner certains objets, comme par exemple les vases que vous avez à l'écran. Il est certain que ces formes graphiques devaient avoir une signification particulière pour ceux qui les utilisaient. Et il n'est pas impossible qu'une partie d'entre elles puisse être liée à des histoires ou à des croyances, mais il est toutefois difficile de l'affirmer. Ce qui est clair, en revanche, encore une fois, c'est que nous n'avons pas affaire ici à des séries de signes qui feraient système, comme cela est une condition nécessaire pour identifier un système d'écriture. Des signes ont également été utilisés par les chants, donc la dynastie sous laquelle l'écriture est apparue, avant le XIIIe siècle, et souvent en contexte rituel. C'est par exemple le cas ici sur des vases que vous avez là, d'une forme très particulière, qui étaient utilisés dans le cas de pratiques rituelles, ici sur le site de Xiaoshuangtia, qui daterait de la fin du XVe siècle avant notre ère, et qui se trouvait près de la première capitale des Shang. Donc, des signes utilisés, présents sur des objets en terre cuite, sur des récipients en terre cuite, utilisés dans un contexte rituel. Autre signe utilisé par les Shang, on observe en effet des signes figurant sur des vases rituels en bronze. Alors, les vases rituels en bronze ont commencé à être produits en Chine, dans le centre de la Chine, à partir du XVIIe siècle avant notre ère. On trouve ces objets essentiellement dans les tombes des élites, voire exceptionnellement dans des fosses. Plusieurs centaines de vases en bronze ont ainsi été produits par les Shang entre le XVIe et le XIVe siècle. Donc je rappelle plusieurs centaines. Sur ces centaines de vases, eh bien, on en a à peine une dizaine sur lesquels on observe des signes sur certaines parties plus ou moins visibles de ces vases. Donc vous avez quelques exemples ici devant vous. Et encore une fois, que ce soit les signes qui figuraient précédemment sur les céramiques des champs, ou les signes que vous voyez à l'écran ici sur des vases rituels en bronze, il s'agit toujours de signes isolés. Et en ce qui concerne les signes que vous avez à l'écran, les signes que nous observons sur cette dizaine de vases en bronze sont des signes uniques. Un signe est présent sur un vase et on ne le retrouve pas par ailleurs. Donc tout cela ne témoigne pas ne peut pas être retenu comme une preuve de l'existence d'un système d'écriture
en Chine avant le XIIIe siècle. Toutefois, hein, c'est important d'avoir à l'esprit que c'est dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte d'utilisation de signes remplissant sans doute différentes fonctions et liés à des pratiques différentes concernant avant tout l'aristocratie qu'apparaît l'écriture. L'écriture apparaît dans ce contexte-là. Cette écriture ne se présente pas comme une forme plus perfectionnée d'un système graphique plus ancien. Donc ça, c'est ce que nous pouvons observer actuellement. Hein. Avant l'écriture, nous n'avons pas de système de signes qui pourrait être vu comme un ancêtre de cette écriture chinoise. En revanche, les personnes qui ont conçu l'écriture au XIIIe siècle ont manifestement repris un certain nombre de signes qui étaient déjà en usage dans la société des Shang. Et cela explique les similarités qui peuvent parfois apparaître entre certains signes utilisés dans l'écriture et certains signes qui étaient utilisés précédemment. Mais ces ressemblances formelles de signe à signe ne suffisent pas pour faire remonter dans le temps l'invention de l'écriture chinoise. Si je tenais à préciser cela, c'est pour, réagir à un certain nombre d'affirmations que l'on peut trouver dans certaines publications. Voilà, donc l'écriture, revenons-en maintenant au contexte dans lequel est apparue donc, cette écriture, dont nous avons parlé, dans ce système graphique. Donc, l'écriture chinoise, en tant que système graphique de notation d'une langue, fait donc son apparition à Anyang, qui était alors, au milieu du XIIIe siècle, le plus important centre urbain de toute l'Asie orientale. Le site de la capitale d'Anyang, aussi appelé Insu, qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2006, s'étend sur plus de 30 km². Mais les découvertes de ces dernières années montrent que le site de la capitale des Shang était en réalité beaucoup plus étendu. Sa population est généralement estimée par les archéologues à plus de 100 000 habitants. Entre le début du XIIIe siècle et la moitié du XIe siècle, Anyang était le centre du pouvoir de la dynastie des Shang. Cette capitale était avant tout le lieu où le roi et sa cour se trouvaient. Se trouvaient également là de nombreuses familles aristocratiques, ainsi que toutes les personnes qui étaient à leur service. On trouve sur ce site des palais, des temples, d'importants centres, d'importants ateliers, des cimetières, ainsi qu'une nécropole royale signalée par ce rectangle noir. Les Shang pratiquaient les sacrifices humains, ainsi vraisemblablement que l'esclavage. La guerre et les rites faisaient partie des principales activités des rois Shang. On trouve à Anyang des inscriptions, donc à partir du XIIIe siècle avant notre ère, du milieu du XIIIe siècle avant notre ère, on trouve à Anyang des inscriptions sur différents types d'objets. Les témoignages les plus nombreux concernent des demandes d'oracles réalisées par des devins au service du roi, le plus souvent, et dans une moindre mesure au service donc, de certains des proches du roi. Et ces demandes faisaient l'objet, donc c'est pour réaliser ces demandes d'oracle, on utilisait des omoplates de bovidés, comme vous avez ici, ou des carapaces de tortues que l'on brûlait en certains points précis pour faire apparaître des craquelures qui étaient ensuite interprétées comme des réponses, en quelque sorte, aux demandes d'oracle. Et donc, c'est sur ces objets-là, ces supports de divination, que l'on trouve le plus grand nombre d'inscriptions. On en a plus de 100 000 aujourd'hui. On trouve également des inscriptions sur des objets en jade ou en pierre dure,
des inscriptions généralement très courtes, pouvant faire référence soit à des pratiques rituelles, soit aux personnes ayant fait don de ces objets. Enfin, on a exhumé sur le site de l'INSU des milliers d'objets en bronze, des armes, des pièces de char, mais surtout des vases rituels. Et sur ces milliers de vases, sur ces milliers d'objets en bronze, eh bien, on en a plusieurs centaines sur lesquels apparaissent des signes dont certains sont clairement des signes d'écriture, donnant par exemple le nom de certains ancêtres, des ancêtres auxquels les vases étaient dédiés. Toutefois, la plupart des signes figurant sur les vases en bronze de cette époque sont plutôt des sortes d'emblèmes dont la fonction principale était de représenter des groupes ou des individus, un peu à la manière de nos emblèmes médiévaux, sauf que les signes utilisés dans ce cas pouvaient aussi être repris dans l'écriture de l'époque pour noter le nom de groupes ou d'individus. C'est par exemple ici des emblèmes. Là, ici, on va retrouver des emblèmes que l'on trouve sur un des très rares sceaux en bronze qui a été exhumé du site de INSU. Au début du XIe siècle, on commence à voir des inscriptions commémoratives plus longues se développer sur certains vases en bronze et sur d'autres objets très particuliers, souvent liés à des pratiques rituelles. Il est important de noter que sous la dynastie donc des Shang, l'usage de l'écriture semble se concentrer dans la région de la capitale. C'est essentiellement à la capitale, ou c'est principalement de la capitale que proviennent les inscriptions qui ont été produites durant cette période, en particulier les inscriptions les plus longues, en particulier pour les inscriptions les plus longues. Hors d'Anyang, hors de la région de la capitale, des inscriptions aussi longues que celles que vous avez à l'écran sont extrêmement rares. En revanche, l'usage des emblèmes est bien attesté dans de nombreuses régions sur des bronzes des élites de culture Shang. D'un point de vue des pratiques, les inscriptions Shang sont presque toutes, donc les inscriptions Shang que les archéologues nous ont livrées, sont presque toutes liées à des activités rituelles, comme la divination ou les sacrifices. Cette situation d'un usage restreint à la fois d'un point de vue géographique et d'un point de vue des pratiques, va changer avec la dynastie suivante. Donc la dynastie des Zhou. Les Zhou prennent le pouvoir vers 1050 avant notre ère et vont considérablement développer les usages de l'écriture, écriture qu'ils ont empruntée à la dynastie des Shang, donc ils ont emprunté aux Shang. L'écriture chinoise, les Zhou donc, vont, dans un premier temps, perpétuer la tradition des inscriptions oraculaires, donc c'est-à-dire ces inscriptions sur support de divination, ici une carapace de tortue, mais surtout, les Zhou vont développer cette pratique d'inscrire sur des vases en bronze des dédicaces, des vases rituels en bronze, des dédicaces qui vont devenir de plus en plus longues, certaines pouvant comporter plus de 300 graphies, soit à peu près autant de mots. Donc, ce sont des longues inscriptions que l'on peut trouver sur certains objets, comme par exemple donc, sur la pièce que vous avez ici à l'écran. Autre élément important, plusieurs inscriptions de cette période font référence à des documents dans lesquels pouvaient être enregistrés des actes officiels. Ces documents étaient alors vraisemblablement écrits sur des supports
périssables, comme le bois ou le bambou, dont nous n'avons aucune trace archéologique. Donc, pas de trace archéologique de ces documents, aucun document n'a été retrouvé. En revanche, ces documents sont mentionnés dans certaines inscriptions sur bronze. Et cela témoigne donc d'une diversification des usages de l'écriture à cette époque. On peut rappeler par ailleurs que c'est aussi à cette époque, donc l'époque des Zhou occidentaux, que remontent les plus anciens textes littéraires qui ont été transmis par la tradition jusqu'à nous. Le système politique mis en place par les Zhou implique le contrôle direct d'un territoire beaucoup plus étendu que celui des Shang, et par ailleurs, pour contrôler des territoires extérieurs, donc à ce qu'on pourrait appeler le domaine royal au sens strict, les Zhou ont eu recours à des proches, souvent des membres de leur famille, pour diriger ces territoires que l'on peut appeler des principautés et qui sont indiqués par des points jaunes sur cette carte. Donc, le roi des Zhou contrôle directement une grande région se trouvant, englobant les points rouges que vous avez à l'écran. Et par ailleurs, il délègue, le roi des Zhou délègue son pouvoir, souvent à des membres de sa famille, pour contrôler des territoires plus éloignés. Autre chose que l'on peut noter, c'est que l'influence de la maison, donc l'influence politique et culturelle de la maison royale des Zhou se fait aussi ressentir au niveau de l'écriture. Donc, ce que je voulais dire précédemment, c'est donc que l'ensemble de ces territoires, qu'ils soient l'aristocratie, qu'elle se trouve à l'intérieur du domaine royal des Zhou ou dans les principautés, va être une aristocratie qui sera fortement, tout d'abord, liée à l'autorité du roi, premièrement, et d'autre part, c'est une aristocratie dont la culture est également fortement liée à celle des Shang. Donc cette unité politique et culturelle, on va la ressentir également au niveau de l'écriture. On observe au niveau des matériaux épigraphiques une assez remarquable uniformité de l'écriture dans les différentes régions ayant adopté la culture Zhou. Donc c'est ce que vous observez avec ces différents exemples datés entre 850 et 771 avant notre ère. La forme des graphies, le style des graphies présente une assez grande unité, alors que les sites en question peuvent être fortement éloignés les uns des autres. Donc, la situation va changer une nouvelle fois avec la période suivante, la période dite des Zhou orientaux. Durant cette période, la maison royale des Zhou va voir son territoire et son pouvoir se réduire de plus en plus au profit des anciennes maisons princières. Ne reconnaissant plus l'autorité politique du roi des Zhou, les élites des principautés vont développer sur la base de l'ancienne culture Zhou des traits culturels propres qui se manifestent en partie dans la culture matérielle de l'époque. Vous avez ici des exemples. Donc ici, je vous ai donné le nom des principales principautés de la période indiquée ci-dessus, et différents objets, donc des sceaux, d'une part, des monnaies, alors des sceaux pour la première ligne, des monnaies pour la deuxième ligne, et enfin des tuiles. Eh bien, pour ces différents objets, on va voir se développer progressivement des formes particulières
en fonction des différents pays. Alors que l'on avait une très grande uniformité de la culture matérielle jusqu'à la fin des Zhou occidentaux, à partir de la période des Zhou orientaux, progressivement, on va voir une culture matérielle qui va refléter des variations en fonction des différentes régions et plus particulièrement des différentes principautés. À la même période, donc toujours pareil, donc à l'époque des Zhou orientaux, en même temps que se développent ces traits particuliers d'un point de vue culturel, eh bien, on voit les découvertes archéologiques témoignent d'un usage bien plus varié de l'écriture, que ce soit dans le domaine rituel, mais aussi dans les domaines administratifs et artistiques. On a les témoignages épigraphiques, les découvertes archéologiques montrent que les usages de l'écriture se diversifient durant cette période. Or, ces nouveaux usages de l'écriture vont se développer dans une Chine à la fois plus morcelée, mais aussi une Chine où les grandes principautés vont mettre en place une administration de plus en plus centralisée dans laquelle l'écriture va jouer un rôle de plus en plus important. Ces différents facteurs, donc ce que je viens d'évoquer, vont favoriser l'émergence d'écriture ou de variantes régionales de l'écriture des Zhou. Les principes de l'écriture resteront inchangés, mais des choix différents ont été faits en fonction des régions pour adapter la forme des graphies, donc héritées des Zhou, aux nouveaux usages et sans doute aux besoins particuliers et en particulier aux besoins de l'administration. Ces différences graphiques entre les régions peuvent être facilement constatées, mais leur importance ne doit pas être surestimée. On le voit ici dans le tableau, nous avons des graphies pour lesquelles, donc ici vous avez les graphies utilisées dans les différentes régions ou pays pour noter le mot cheval, et on voit qu'en fonction des pays, eh bien, on a des formes qui sont plus ou moins différentes entre elles. Mais en revanche, vous voyez que pour d'autres graphies, eh bien, il n'y a aucune différence dans les formes employées dans les différentes régions. Et même s'il existe un certain nombre de graphies qui sont caractéristiques de telle ou telle région, ces différences donc, ne doivent pas être surestimées et elles n'ont manifestement jamais constitué un frein à la communication entre les différents pays, dont les élites partageaient toujours une culture, une langue et une écriture commune, celle des Zhou. Il s'agit encore une fois d'une culture, d'une langue et d'une écriture héritée des Zhou. On voit apparaître des éléments plus singuliers d'un point de vue culturel et qui se manifestent aussi au niveau de l'écriture, mais ces éléments de singularité ne remettent pas en question la culture commune l'écriture commune et la langue commune de ces différents pays. Et on se souviendra en particulier que c'est de cette période que date l'essentiel des œuvres littéraires de l'Antiquité chinoise, dont de nombreux textes philosophiques qui circulaient alors entre les différents pays. Vous avez ici l'exemple d'un manuscrit du Lao Tzu ou Tao Te Ching, qui a été découvert dans une tombe de la province du Hubei,
datée des alentours de 300 avant notre ère. Donc, période des Zhou orientaux, période de diversité, hein, tout en gardant cet attachement à une culture commune. En 221 avant notre ère, le royaume de Qin s'empare du dernier pays qui lui résistait encore et unit ainsi l'ensemble du monde sinisé au sein d'un même État, l'État de Qin, dont le souverain prend le titre de Huangdi, hein, que nous avons pris l'habitude de traduire par empereur. Donc l'empire Qin ne durera que 15 ans, mais le modèle d'État qui fut mis en place marqua très durablement les institutions de la Chine impériale. Ce pays, cet État, se caractérise par une administration extrêmement centralisée et par l'importance accordée aux lois et aux normes. Dans ce contexte, on observe un recours très important à l'écriture dans les pratiques administratives. L'écriture utilisée pendant la période impériale par l'administration correspond à celle qui était employée précédemment dans le royaume de Qin. C'est également cette écriture, donc l'écriture de l'ancien royaume de Qin, qui est imposée à tous dans toutes les régions de l'Empire. Et donc, c'est ainsi que progressivement, les anciennes formes d'écriture qui pouvaient exister dans les différentes régions vont disparaître, vont tomber en désuétude au profit d'une écriture unique, celle du pays de Qin. En deux mots, très rapidement, l'écriture courante du pays de Qin, donc là je vous ai proposé quelques exemples juste pour que vous puissiez vous représenter cette écriture. Donc l'écriture courante de Qin se caractérise par rapport à d'autres écritures des royaumes combattants par une plus grande uniformité des graphies et par des graphies également qui sont plus proches des modèles autrefois utilisés par les Zhou. En 206 avant notre ère est fondée la dynastie des Han, donc qui remplace la dynastie des Qin, dynastie des Han qui se maintiendra pendant environ 400 ans. Et c'est donc là la dernière étape de cette présentation. Donc, si les Han ont fortement critiqué la dynastie des Qin qu'ils ont renversée, ils n'ont jamais cherché à remettre en question l'écriture officielle des Qin, qui deviendra ainsi celle des Han. Là encore, quelques exemples très rapidement pour vous montrer la forme de ces caractères, de cette écriture, sans entrer dans les détails. Donc, c'est donc sur la base de l'écriture de Qin, que vous avez sur la gauche donc, de votre écran, que va se développer l'écriture des Han, donc le style d'écriture des Han, qui se caractérise principalement par des traits moins arrondis et par des graphies s'inscrivant plutôt dans un premier temps, donc c'est l'exemple que vous avez là, donc les graphies vont avoir tendance dans un premier temps à s'inscrire dans un rectangle horizontal, vous le voyez ici, pardon, vous le voyez ici à l'écran, dans un premier temps, elles vont avoir tendance à s'inscrire dans un rectangle horizontal, puis, dans un deuxième temps, dans un espace, chaque graphie aura de plus en plus tendance à s'inscrire dans un espace carré, comme c'est le cas dans l'écriture chinoise moderne.
On observe aussi durant cette période, en parallèle avec l'évolution que je viens d'évoquer, le développement de formes cursives de l'écriture chinoise, comme vous avez à l'écran. Donc, ces évolutions de la forme de l'écriture, de la forme des graphies, doit là encore être comprise dans le cadre d'une nouvelle phase de diffusion de l'écriture chinoise au-delà des milieux aristocratiques, des lettrés et des fonctionnaires. On sait aussi par la littérature transmise que l'écriture et la chose écrite en général prennent alors, à l'époque des Han, une importance encore plus grande que dans le passé. Les lettrés et leur culture s'imposent à la cour et progressivement dans une grande partie de la société. Les inscriptions de cette période sur tout type de support témoignent aussi d'une société avant tout urbaine, mais pas seulement, où l'écriture est omniprésente. Vous avez là quelques exemples d'inscriptions de l'époque des Han et pour lesquelles nous n'avons pas d'exemples similaires pour des périodes plus anciennes. Donc on a de nouvelles pratiques de l'écriture qui se manifestent dans les inscriptions également. Au terme de cette présentation, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de considérer l'évolution de l'écriture chinoise dans le cadre de l'évolution des usages de l'écrit et donc de la société chinoise ancienne dans son ensemble. Alors bien sûr, l'écriture est un outil servant avant tout à noter une langue, et cet outil se doit d'être performant, mais en tant que système graphique, cette écriture est également indissociable de la culture ou des cultures dans lesquelles elle est utilisée. Elle peut ainsi être un moyen d'affirmer son identité par rapport à des groupes voisins ou par rapport à un passé, ou au contraire, de revendiquer un héritage commun. C'est aussi, à mon avis, sous ces deux aspects, à la fois revendication d'une identité et revendication d'un lien avec un passé ou une tradition, que l'on peut comprendre la politique de simplification de l'écriture chinoise qui a été mise en place par la République populaire de Chine à partir du milieu du XXe siècle. Il s'agissait alors à la fois de proposer une écriture plus simple à apprendre pour les masses et de marquer graphiquement une rupture par rapport à la Chine ancienne, par rapport à la Chine impériale, par rapport à la Chine pré-communiste, sans pour autant avoir abandonné ce système d'écriture qui est perçu et même revendiqué jusqu'à aujourd'hui encore comme un des éléments fondamentaux de la civilisation chinoise. C'est sur ce terme, c'est sur cette formule que je souhaite terminer cette présentation et je vous remercie de votre attention. Alors, merci beaucoup, Olivier, pour cette conférence passionnante et ce tour de force qui consiste à nous introduire sur un millénaire et demi d'histoire complexe et constamment variable. Tout de suite, est-ce qu'il y a des questions? Je rappelle que vous pouvez poser les questions soit en levant votre petite main jaune en bas à droite dans la catégorie réaction du Zoom, soit en les posant par écrit dans le chat, dans le clavardage, auquel cas je les lirai à haute voix pour tout le monde.
Merci pour cette question. On a des textes qui concernent l'invention de l'écriture, mais ces textes sont relativement tardifs et datent pour la plupart enfin les textes les plus précis datent essentiellement des alentours de notre ère et donc de l'époque des Han. Et donc, on a différentes légendes, histoires autour de l'invention de l'écriture qui sont rattachées à des figures mythiques de la Chine ancienne. Certaines de ces histoires font des liens avec de l'observation des traces des animaux, par exemple. D'autres traditions évoquent des procédés mnémotechniques à l'aide de cordelettes également. Donc, on a un certain nombre d'histoires qui existent, mais tout cela est très tardif par rapport à la date d'apparition de l'écriture telle qu'on la comprend aujourd'hui à partir de la documentation que nous livrent les archéologues. Voilà, j'ai plusieurs remarques dans le chat qui simplement expriment leur remerciement à Olivier Venture. Une question simplement technique pour le support PowerPoint. Est-ce que nous allons recevoir le support PowerPoint? Indirectement, oui, puisque la conférence va être mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'ILARA, ce qui vous donnera l'occasion de la revoir tranquillement. Alors, bon, j'ai une question, je vous la lis dans le chat, bravo et merci. Une question, dans quel sens se lit cette écriture? Verticale de haut en bas ou l'inverse? Horizontale de droite à gauche ou l'inverse? Donc, normalement, l'écriture à l'époque ancienne se lit verticalement, c'est-à-dire de haut en bas et de la droite vers la gauche. C'est-à-dire qu'on va dire du haut en bas la première colonne, puis on passera à la colonne qui se situe à gauche et ainsi de suite. Ça, c'est l'écriture normale. Cependant, dans un certain nombre d'inscriptions, en particulier dans les plus anciennes, on note la possibilité de jouer sur le sens d'écriture, sur le sens de l'écriture, et on va par exemple avoir des lignes qui seront écrites, des caractères qui seront alignés et qui devront se lire horizontalement de droite à gauche ou de gauche à droite. Mais là, il s'agit de jeux particuliers qui sont plus particulièrement liés aux pratiques divinatoires dont je parlais au début de cette présentation. Mais la forme standard, c'est l'écriture, pour l'écriture dans la Chine ancienne, c'est verticalement et de haut, donc verticalement de haut en bas et ensuite colonne après colonne de la droite vers la gauche. Une autre question, le chinois peut-il être assimilé à des hiéroglyphes? Donc, je n'utiliserai pas ce terme qui me semble lié à d'autres, qui me semble davantage peut-être approprié pour d'autres types d'écriture. Donc, le terme de hiéroglyphe, je ne l'utiliserai pas. Donc, pour moi, ce que j'ai voulu souligner, c'est que les graphies notent des mots de la langue. Je pense que c'est la chose à retenir. Et après, pour noter les mots de la langue, on peut utiliser différents procédés, ou s'appuyer sur différents principes, comme celui, par exemple, d'éléments qui peuvent fonctionner sur le principe de la pictographie, donc des éléments qui notent, des éléments qui représentent la chose que veut noter le mot en question, d'accord? C'est un peu compliqué, je sais, mais c'est comme ça que je vois la manière dont les choses fonctionnent. Donc, des mots, on a simplement des graphies qui notent des mots, et après, la manière dont j'ai essayé, quand j'ai évoqué les termes de pictographie et d'idéographie, c'est uniquement pour essayer d'analyser le lien qui existe entre le mot et la graphie. Je ne sais pas si j'ai été très clair.
Alors, Didier Le Saffre, merci pour ce tour de force d'une clarté épatante. Béatrice avec une question. Merci pour cette excellente conférence. Je suis curieuse de savoir pourquoi les différentes graphies en Zhou oriental n'ont pas empêché la compréhension et la communication. Était-ce une écriture de l'élite, de la cour royale, et que la couche inférieure n'avait donc pas accès à cette écriture? Nous savons que Shishi Huangdi a unifié l'écriture, mais pourquoi, selon vous, a-t-il pu réussir? Donc là, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions dans cette intervention, dans ce message. Donc, la première chose, donc les différences graphiques en fonction des régions, ce sont des variantes régionales d'une même écriture, très clairement, mais qui sont manifestement compréhensibles entre elles, comme peut-être, si on pouvait faire un parallèle, comme peut-être certains dialectes ou certaines langues très proches peuvent être intercompréhensibles. On peut se comprendre entre locuteurs de dialectes très proches, même si on ne parle pas le même dialecte. Voilà, je ferai ce lien avec linguistique, mais les différences restent relativement peu importantes, même si on peut les observer de manière évidente. Par ailleurs, et ça c'est vraiment important, quelle que soit la forme des graphies et les spécificités de certaines de ces formes graphiques, tous les textes que nous avons notent la même langue. Nous avons aujourd'hui, alors certaines personnes, certains linguistes ont essayé d'identifier des éléments qui éventuellement pourraient trahir une influence dialectale dans la langue notée par ces différentes écritures, mais ces éléments sont difficiles à identifier, il y en a peu. Donc, d'une manière générale, c'est bien une seule et même langue qui est utilisée, une langue commune, qui est notée avec cette écriture chinoise, sachant qu'elle avait effectivement ces différentes variantes. Ça, c'était la première partie de la question qui m'était posée. Concernant la seconde partie, pourquoi Qin a réussi à imposer cette écriture? Alors, d'abord, la première chose que je veux souligner, c'est que contrairement à ce qu'on peut parfois entendre dire ou lire, il n'y a pas eu d'invention d'une nouvelle écriture ou d'une synthèse des écritures à l'époque du Premier Empire. Il y a vraiment eu tout simplement le premier empereur a simplement imposé l'écriture qui était celle du pays de Qin à l'époque des royaumes combattants pour l'imposer à l'ensemble des personnes, des citoyens de l'Empire. D'abord les fonctionnaires, bien évidemment, et ensuite l'ensemble de la population. Pourquoi cette écriture s'est imposée manifestement avec beaucoup de succès et assez rapidement? Il y a sans doute plusieurs raisons à cela. La première, c'est, je pense, que l'écriture, l'importance de l'administration dans la société, dans la société de l'Empire Qin, l'administration a une importance fondamentale. Cette administration unique utilise une écriture et tout administré, s'il veut faire valoir ses droits, eh bien, lui aussi aura tout à fait intérêt à utiliser cette même écriture. Ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est que parmi les écritures qui existaient ou que l'on observe à l'époque des royaumes combattants, l'écriture de Qin est, d'un certain point de vue, la plus conservatrice, c'est-à-dire celle qui se rapproche le plus de l'écriture des Zhou, ou celle qui a conservé le plus d'éléments de l'écriture des Zhou, écriture des Zhou qui est donc l'écriture d'origine à partir de laquelle se sont développées l'ensemble des variantes que l'on peut observer sous les royaumes combattants. Voilà. Comment se fait-il que l'on ait, pour les débuts de l'écriture en tant que système, une apparition si soudaine, entre guillemets? Ça, c'est vraiment une question importante. Est-ce lié aux vestiges archéologiques qui ne sont pas conservés, ou y a-t-il, selon vous, d'autres raisons? Donc, c'est une question importante et c'est une question difficile. La première chose à noter, c'est que pour
jusqu'à l'époque des royaumes, jusqu'au 5e siècle avant notre ère, tous les matériaux dont nous disposons sont de nature épigraphique, c'est-à-dire que ce sont des inscriptions sur des supports pérennes, sur des matières comme la pierre, le bronze, l'os, etc. À partir des royaumes combattants, on a d'autres matériaux qui ont été conservés pour différentes raisons et qui nous permettent d'avoir accès à des supports beaucoup plus périssables comme le bois, le bambou, la soie, etc. Donc se pose la question, donc effectivement pour toute la période avant le 5e siècle, nous sommes obligés nous n'avons que l'épigraphie. Donc nous sommes limités. Il est clair que même à époque très ancienne, probablement dès le début, l'écriture n'a pas été inventée pour l'épigraphie, pour une pratique épigraphique. On n'a pas inventé l'écriture pour graver. On a inventé l'écriture pour écrire, pour consigner. Et probablement que dès les périodes les plus anciennes, on a utilisé des supports périssables pour écrire. Donc ça, c'est une première chose. Ces supports périssables devaient exister. Maintenant, comment interpréter ces matériaux qui n'existent pas? Quelle était l'importance de ces matériaux aux différentes époques? Quel type d'écrits on pouvait trouver sur ces supports périssables? C'est très difficile à interpréter. L'impression que j'ai malgré tout, je considère toutefois que les matériaux épigraphiques nous donnent des indices d'une diffusion assez progressive de l'écrit, à la fois d'un point de vue géographique et d'un point de vue des pratiques. Je pense donc que malgré tout, à l'époque des chants, les usages de l'écrit, qu'il s'agisse des usages épigraphiques que l'on peut observer et peut-être des usages sur d'autres types de supports, est encore assez limité. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parmi les inscriptions les plus anciennes, et là, se pose le problème de la datation des inscriptions en question, parmi les inscriptions les plus anciennes, on note que l'on a, donc qui datent effectivement des alentours du milieu du XIIIe siècle avant notre ère, on note que l'on a des inscriptions, en particulier sur support de divination en os et en carapace de tortue, qui sont relativement maladroites par rapport à ce qu'on connaît par la suite. Elles sont maladroites à la fois d'un point de vue de la forme des graphies, de la disposition du texte, et également beaucoup plus simples du point de vue de leur contenu. Donc, on peut se demander si cela ne reflète pas des inscriptions qui seraient relativement proches du moment où l'écriture a été inventée. Maintenant, est-ce que l'écriture a été inventée pour réaliser ces inscriptions? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Mais je pense malgré tout que ces inscriptions, qui sont les seules choses dont on dispose aujourd'hui, laissent penser que l'invention de l'écriture n'est probablement pas beaucoup plus ancienne que le milieu du XIIIe siècle. Mais l'archéologie chinoise est extrêmement, comment dire, nous avons chaque année de nouvelles découvertes extrêmement importantes dans le domaine de l'archéologie chinoise et peut-être que l'on trouvera un jour des inscriptions plus anciennes ou des témoignages écrits plus anciens. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Et surtout, pour l'instant, les témoignages dont nous disposons semblent plutôt indiquer une invention aux alentours donc, du milieu du XIIIe siècle. Voilà. Le syllabaire Yi est-il lié à l'écriture chinoise ancienne telle que vous nous l'avez décrite? Et quand est-il apparu? Le syllabaire Yi, c'est ça? Y-I? Oui. D'accord, parce que je n'ai pas le chat devant les yeux. D'accord. Non, le syllabaire Yi est beaucoup plus tardif. Donc, je n'ai pas la date
en tête, mais c'est vraiment beaucoup plus tardif. Alors si la personne me pose la question, c'est peut-être aussi parce qu'elle a lu certaines publications. Dans un certain nombre de publications, on essaie de faire un lien, non pas entre les inscriptions que je vous ai présentées, mais avec d'autres inscriptions qui datent de l'époque néolithique. En fait, on a deux inscriptions de l'époque néolithique pour lesquelles on a des séries de signes que l'on ne comprend absolument pas, et un certain nombre de chercheurs ont émis l'hypothèse que ces signes-là seraient les ancêtres de l'écriture yi. C'est à mon avis fortement improbable, et en tout cas, rien ne le prouve. Voilà. À partir de quand trouve-t-on des inscriptions liées à de la poésie ou de paroles de chansons? Bref, des inscriptions dénotant un rythme quel qu'il soit. Alors, des inscriptions qui dénotent un rythme, on en a dès l'époque des Zhou occidentaux, dans les inscriptions sur bronze, dans certaines inscriptions sur bronze que je vous ai présentées, on a effectivement des rimes qui ont pu être identifiées, des rimes qui sont probablement liées au fait qu'une partie du texte qui reproduit sur le vase a probablement été prononcée au cours de cérémonies. Donc il y a manifestement un lien avec cette activité. Et d'autre part, parmi les textes transmis, parmi les plus anciens textes transmis, nous avons un ouvrage que l'on appelle le livre des Odes, en traduction française, ou Sheting en chinois, qui est un recueil de poèmes dont les plus anciens, d'après les philologues et les linguistes, dont les plus anciens remonteraient, encore une fois, à cette époque des Zhou occidentaux. Et peut-être une dernière question. Dans ce type d'écriture, quel est l'équivalent de la faute d'orthographe? Cela rend-il le texte incompréhensible? Question difficile. Je pense que toute... la faute d'orthographe, je dirais, le principe de la faute d'orthographe va s'imposer à partir du moment où on a une orthographe. Et ça, c'est quelque chose qui va se mettre progressivement en place, c'est-à-dire qu'on a une norme, c'est-à-dire qu'on a un standard, c'est-à-dire que l'on a quelque chose que l'on considère comme la norme à respecter d'un point de vue de l'écriture. Et ça, donc, à l'époque des Han, c'est bien connu. Pour les époques plus anciennes, c'est plus difficile. Il devait exister des formes qui étaient considérées comme standards par rapport à d'autres. On observe des formes régulières qui apparaissent dans nos inscriptions, et d'autres formes qui nous semblent aberrantes. Et il y a des formes qui sont effectivement à ce point aberrantes qu'elles sont effectivement illisibles pour nous, et étaient probablement illisibles pour les personnes de l'époque. Donc, oui, il peut y avoir des fautes d'orthographe, il peut y avoir des fautes d'une manière générale, des fautes qui peuvent toucher, alors éventuellement, qui peuvent se faire à différents niveaux, soit une erreur au niveau, et on peut retrouver la même chose finalement en chinois moderne, soit une erreur au niveau des traits, qui serait considérée comme une faute par rapport à la forme normale de la graphie, une erreur au niveau des éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, des éléments qui composent la graphie, remplacer un élément par un autre, et enfin une erreur au niveau de la graphie elle-même, se tromper de graphie et utiliser une graphie à la place d'une autre. Voilà les différents types d'erreurs auxquelles je peux penser, mais la question de faute d'orthographe est liée à l'orthographe, et ça, c'est quelque chose probablement qui s'est mis en place progressivement. Voilà. Il me reste à remercier une fois encore très vivement Olivier Venture pour ces conférences extrêmement riches et passionnantes. Vous pourrez la revoir
D'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de l'ILARA, je vous mets le lien dans le chat. Voilà, vous avez le lien. D'ici quelques jours, donc, la conférence sera mise en ligne. Vous pourrez la revoir tranquillement, la partager. Pour la suite du cycle sur les écritures anciennes dans les mondes anciens, je vous envoie une série d'autres liens également dans le chat. D'abord, le lien avec la brochure de programme et également un lien, vous pouvez vous inscrire directement, soit par la brochure page 5, soit par le deuxième lien, pour la prochaine conférence à partir de demain après-midi. Donc, cette conférence sera dans 2 semaines, le mercredi 26 janvier, par Alessia Bauer, également de l'École pratique des hautes études, sur le sujet « Les peuples germaniques et leurs écritures, les runes ». Donc, nous partons à l'extrême opposé du massif eurasiatique, et ça illustrera bien toute la diversité de ce phénomène culturel qu'est l'écriture. Merci encore, Olivier, et en espérant vous revoir beaucoup dans 2 semaines. Bonne soirée à tous. Au revoir.